Bonjour à vous. Aujourd'hui, parlons de la cigarette, parlons du tabagisme. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est vrai que régulièrement, dans les stages résidentiels en tout cas, puisque je ne vois pas ce que vous faites chez vous quand je vous accompagne par Skype à distance, mais dans les stages résidentiels, c'est vrai que régulièrement, j'ai un ou deux stagiaires qui est toujours en consommation de tabac, dans le fait de fumer, alors qu'il est ou qu'elle est en pause alimentaire. Et c'est vrai que dans l'absolu, c'est quand même pas l'idéal. Pourquoi? Puisque chacun sait, au nombre si important de toxiques, de produits toxiques dans la cigarette, peut-être dans la feuille de tabac initialement faite, constituée industriellement, et surtout dans la fumée de la cigarette, que, eh bien, il y a tous ces toxiques, dont un certain nombre hautement cancérigènes. Au-delà, bien sûr, de l'effet intoxication du fait de fumer, alors que la pause alimentaire suggère une détoxination. Donc c'est vrai que dans l'absolu, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux que de maintenir la consommation du tabac pendant une pause alimentaire. Mais aussi parce que quand vous êtes à jeun, parce que vous n'avez pas mangé depuis X temps, le maintien de la cigarette accélère la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac et donc peut largement entretenir un inconfort gastrique ou intestinal dont finalement en moyenne, je dirais, il y a pas loin de 1 stagiaire sur 2 qui, en pause alimentaire, décrit de l'inconfort, du malaise, voire de la douleur intestinale. Bien sûr, pour un certain nombre de raisons, mais dont la cigarette peut en être une grande part. Alors c'est vrai que je pense à, par exemple, Gilles qui avait maintenu 3 cigarettes par jour pendant sa pause alimentaire de 14 jours, qui aujourd'hui ne fume plus du tout. Bravo Gilles, qui ne fume plus depuis, mais alors absolument plus du tout depuis plusieurs mois, et surtout depuis qu'il est pranique. Je pense aussi à Magali qui a fait une pause alimentaire d'1 semaine fin 2017, et qui était arrivé à 7 cigarettes par jour au moment de ce stage, qui 2 jours plus tard ne fumait plus, et 2 jours plus tard, en commençant sa pause alimentaire d'1 semaine, et qui n'a plus fumé du tout, qui a maintenu cette abstinence tabagique pendant 2 mois, donc 2 mois et 5 jours, et qui, pour raison émotionnelle, de contrariété émotionnelle, s'est remise à fumer. Et aujourd'hui, qui est un petit peu embêté avec la cigarette et qui ne sait pas trop comment faire. Donc cette vidéo lui sera aussi destinée, entre autres. Voilà, donc parlons de la cigarette aujourd'hui et de vous proposer une première consultation. Alors, je voudrais vous dire d'emblée, il n'y a pas à arrêter de fumer, sauf si vous l'avez véritablement décidé. Ça marche bien plus parce que vous êtes motivé plutôt que simplement de vouloir arrêter de fumer, volonté uniquement basée sur la contrainte, sur le « je n'ai pas le choix, il faut bien que ». C'est clair que si vous êtes motivé parce que vous avez entrevu, entreaperçu ou clairement établi qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour vous à arrêter de fumer que d'inconvénients, et donc beaucoup plus d'inconvénients pour vous à maintenir la cigarette que d'avantages à continuer de fumer, eh bien, dans ce cas-là, vous avez davantage, entre guillemets, de chances d'y arriver. En tout cas, d'emblée, je voulais aussi vous dire que si vous êtes motivé pour arrêter de fumer, eh bien c'est une bonne chose, puisque nous avons largement parlé des préparations spécifiques et possibles
tant sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel à une pause alimentaire, quelle que soit sa durée. Et je dirais même pour une pause alimentaire de 24 heures par semaine, l'idéal est d'arrêter de fumer pendant cette pause alimentaire. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas décidé d'arrêter de fumer pour de bon, de façon illimitée dans le temps, vous pouvez très bien procéder à un sevrage momentané, à une pause, comme il y a une pause alimentaire, vous pouvez très bien y associer une pause cigarette et dans ce cas-là, d'aller vous faire aider. Qui plus est, si vous avez véritablement décidé d'arrêter de fumer, ne décidez pas seul, une fois encore, faites-vous aider. Et je vous dirai, par rapport à cette aide spécifique, n'allez pas voir votre médecin. N'allez pas voir le pharmacien qui d'emblée va vous vendre une boîte de patch et dont on sait que ce n'est pas forcément à lui seul le patch que ça va suffire. Allez voir un spécialiste de la question du tabac. Allez voir un tabacologue. Allez voir un tabacologue. Il y en a à peu près dans toutes les villes. Renseignez-vous, tapez sur internet, regardez sur les pages jaunes, etc., etc. Si vous avez besoin de renseignements plus spécifiques, n'hésitez pas à me téléphoner au décours de cette vidéo sur la thématique du tabac et du sevrage tabac, voire un accompagnement temporaire, et en particulier non pas sur la question de la cigarette et de la nicotine, qui relève beaucoup plus d'un accompagnement ou d'une prise en charge médicale, mais me concernant sur la question de la relation à la cigarette, comme je vous accompagne sur la relation que vous pouvez avoir à la nourriture, dont les pauses alimentaires et les stages font partie en termes de réponses possibles sur un mieux-être, une relation plus juste, équilibrée, équilibrante à cultiver par rapport à la nourriture, et bien sûr, nourriture pouvant s'affiner au point d'être en relais partiel ou complet avec la nourriture qui est la plus subtile, que vous connaissez bien, en tout cas maintenant, il me semble, qui est le relais pranique, le relais biophotonique. Alors, inutile de vous rappeler les plus de 4000 substances comprises dans la fumée de la cigarette, dans la feuille de tabac en tant que telle. Inutile de vous montrer les jolis posters de l'OMS Genève produits sur les maladies possibles provoquées par le tabagisme. C'est pas en faisant peur aux gens que ça marche le mieux. Donc, une fois encore, faites le point entre motivé, pas motivé, motivé, pas motivé, contrainte, pas contrainte, vous vous sentez concerné ou pas par un possible sevrage momentané, temporaire ou indéfini dans le temps, sevrage du tabagisme. Faites le point avec un spécialiste. Et une fois encore, je peux vous accompagner par rapport à cette question de cette béquille cigarette, car béquille, nous parlons bien d'un sevrage tabagique. Et qui dit sevrage dit, eh bien, un sevrage, ça évoque le sevrage à l'allaitement. Donc c'est vrai que les spécialistes de la question ne sont pas forcément tous d'accord avec cet aspect-là de la dépendance tabagique, mais nous sommes au moins d'accord sur le fait qu'il est quand même question d'une dépendance. Et qui dit dépendance dit qu'il y a des degrés de dépendance et que c'est là aussi relatif et non pas absolu. Alors c'est vrai que vous pouvez de façon tout à fait rationnelle établir avec ces deux questionnaires votre degré de dépendance à la cigarette, d'une part avec le questionnaire de Fagerström qui existe depuis 1978 puisqu'il a été créé par un Suédois, Carl Fagerström, qu'il a été revu puisqu'initialement il comportait 8 questions
Il a été revu en 91 et il est entre guillemets définitivement stabilisé dans son appellation questionnaire de dépendance à la cigarette depuis 2012 et aujourd'hui il présente 6 questions. 6 questions qui vont vous donner un score de dépendance sur 10. Et que vous êtes plutôt très dépendant au-delà de 8 sur 10. Et bien sûr, plus vous êtes dépendant, plus il y a intérêt à faire le point avec un spécialiste de la question, un tabacologue. Et d'autre part, vous pourrez aussi, de façon très rationnelle, établir votre degré de motivation avec ce questionnaire de Lagru et Légeron, d'après le professeur Lagru qui est décédé depuis et qui était un grand ponte du tabagisme, de la question en France, et du docteur Légeron qui est psychiatre en particulier spécialisé, entre autres spécialisé dans la question du stress au travail et qui a travaillé sur la question du tabagisme par ailleurs, bien sûr. Le docteur Légeron qui est à l'origine, qui est l'auteur du 2e rapport sur la question du stress au travail demandé par le gouvernement il y a quelques années. Et ce questionnaire, Lagru-Légeron ou qu'on appelle aussi le CUMAT, va vous donner un score sur 20 et vous êtes plutôt bien ou très motivé au-delà de 13 sur 20. En dessous de 13, manifestement, vous n'avez pas les meilleures chances de votre côté d'y arriver. Plus vous êtes motivé, plus entre guillemets c'est facile, mais c'est pas forcément si carré que ça. Alors, parlons des possibles dépendances, car en réalité, il n'y a pas qu'une dépendance, c'est-à-dire la dépendance à la nicotine. De même qu'on ne peut pas parler uniquement de ce que vous mangez et buvez quand vous vous préparez une pause alimentaire, eh bien, nous ne pourrions pas parler uniquement de la nicotine si vous envisagiez un sevrage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une, mais en réalité 4 dépendances à la cigarette. Alors là, je sais, vous êtes très étonnés, car il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vous l'a dit. Quelles sont ces dépendances à la nicotine? Alors, il existe donc non pas une dépendance à la cigarette ou à la nicotine, mais par plusieurs procédés. En réalité, il existe, à mon sens, 4 dépendances à la cigarette ou à la nicotine et indirectement à la cigarette. Première dépendance, la dépendance que l'on appelle dépendance physique ou plus précisément dépendance neurophysiologique, dont la substance nicotine est en cause puisque elle produit des connexions des récepteurs, elle crée des récepteurs spécifiques à la nicotine au niveau des neurones et va réaliser un véritable tableau de dépendance par le biais du manque ressenti par le fumeur en l'absence de cette dose de nicotine apportée par le fait de fumer, lequel manque va s'exprimer par un besoin et besoin soulagé par l'attitude de fumer en compensation à ce manque de nicotine. Cette compensation par le fait de prendre cette dose de nicotine à un dosage maximum, à une quantité maximale pour aller au-dessus du seuil de dépendance, soulager les effets désagréables de cette dépendance à la nicotine, s'appelle l'effet bolus. Le traitement à ce niveau-là de la dépendance cigarette, au niveau de la dépendance neurophysiologique, consiste à apporter des substituts à la nicotine qui, eux, n'ont pas les effets secondaires de la nicotine et dont les maladies propres du fumeur.
Parmi ces substituts à la nicotine, vous connaissez bien sûr le patch, le traditionnel patch à la nicotine, qui est dosé de plusieurs manières, en particulier le 5, le 10, le 15 mg, ou le 7, le 14 de 21 mg, qui vont être proposés et prescrits par le médecin, par le pharmacien, ou délivrés par le pharmacien. Vous avez à côté de ça les gommes à mâcher, les pastilles à sucer, vous avez les Nicorette, vous avez la molécule bupropion qui est le Zyban, l'antidépresseur le Zyban, qui a une certaine efficacité sur la problématique du tabagisme. Vous avez la molécule varenicline dont le médicament formule commerciale est le Champix. Vous avez l'ancien inhalateur nicotine avec sa cartouche de nicotine qui a été détrôné par la cigarette électronique. Et il existerait des études actuellement portant sur la possibilité de créer un vaccin contre la nicotine. En tout cas, plusieurs laboratoires sont en lice depuis plus de 10 ans sur ce projet vaccin anti-tabac au niveau international. Donc à noter que par ce vaccin qui pourrait voir le jour un jour, il est à noter que l'envie de fumer, du fait de ce vaccin anti-nicotine, l'envie de fumer ne sera pas forcément ou ne serait pas forcément affectée par ce vaccin, mais que fumer, alors dans ce cas-là, ne satisferait plus pour autant le besoin et donc la recherche d'être soulagé, de se soulager du manque lié à la dépendance à la nicotine. Il est important de noter que bien des fumeurs confondent le manque neurophysiologique et donc le besoin exprimé par le besoin lié au manque avec l'envie de fumer liée non pas à un manque mais à un stress, ce qui correspond davantage à la deuxième dépendance psycho-émotionnelle, qui fait que à situation désagréable, à état intérieur, ressenti intérieur désagréable, la personne fumeuse recherche en compensation non pas à soulager un manque de nicotine dans le sang qui correspondrait à la première dépendance, mais à se soulager d'un déséquilibre, d'une perturbation essentiellement émotionnelle liée au stress. Et donc la personne n'étant pas bien fume en vue de se trouver mieux en rééquilibrant ses paramètres psycho-émotionnels, pensée, émotion. Ce qui est une véritable compensation puisque il y a un effet de masquer, l'effet est en fait de masquer les effets désagréables en les atténuant. Mais pour autant, le fait de fumer n'agit pas sur les raisons de cette perturbation psycho-émotionnelle et encore moins sur une véritable gestion de ses pensées et émotions. Ce qui fait qu'en termes de traitement, à ce niveau de dépendance psycho-émotionnelle à la cigarette et non plus à la nicotine, les réponses iraient plutôt dans le sens de gérer les pensées, d'apaiser les émotions par les techniques de relaxation, de méditation, de visualisation, de sophrologie et plus spécifiquement en termes d'apprentissage à gérer ces paramètres psycho-émotionnels, cognitifs, eh bien les TCC ou thérapies cognitives et comportementales. Les TCC qui sont surtout orientés en termes de thérapie courte pour proposer un traitement spécifique au niveau des troubles alimentaires tels l'anorexie-boulimie par exemple, aussi les syndromes anxio-dépressifs et puis les comportements addictifs à l'alcool, au tabac, etc. Troisième dépendance à la cigarette, que j'appellerais dépendance situationnelle en fonction de la situation, qui n'implique pas une perturbation émotionnelle où la personne ne serait pas bien et chercherait à être mieux avec la cigarette. Bien au contraire, la personne est bien et par motif de convivialité, par contexte convivial, tout en se sentant bien avec elle-même, l'envie de fumer pour partager un plaisir ou pour s'adonner à un plaisir lié le plaisir de la cigarette après par exemple un bon repas ou après avoir travaillé. Et en général, ces personnes qui sont surtout dans une dépendance situationnelle à la cigarette ont une
faibles, en général, ils ont une faible réelle dépendance à la nicotine et donc un faible score au test de Fagerström, car ils fumeraient quelque chose comme moins de 5 cigarettes par jour en règle générale. C'est encore une généralité, il y a toujours des exceptions à mes propos bien sûr. Ainsi, il serait question d'une cigarette plaisir liée à un attachement au fait de fumer dans certaines situations dites agréables, qui visent simplement à entretenir cet effet agréable, soit en solitaire, soit en partage convivial, et que ainsi le traitement à ce niveau-là n'est ni les substituts à la nicotine, ni les techniques de rééquilibration psycho-émotionnelle, mais plutôt les traitements où le traitement consisterait à réaliser un détachement, à se détacher, autrement dit à faire un deuil de la cigarette plaisir. Quatrième dépendance à la cigarette, dépendance plutôt automatique, par association à une situation donnée, à un contexte donné, sans qu'il y ait un manque ressenti lié à un taux insuffisant de nicotine dans le sang créant un besoin incoercible de fumer, sans qu'il y ait une perturbation émotionnelle au point de chercher à viser la rééquilibration psycho-émotionnelle, à se soulager d'un stress, sans qu'il y ait forcément une cigarette plaisir ou un attachement à telle cigarette plaisir dans tel contexte convivial, et plutôt le fait par exemple de sortir une cigarette en sortant les poubelles, ou en promenant le chien, ou en connectant l'ordinateur, ou en répondant au téléphone, ou simplement en téléphonant. Et donc cela consisterait davantage en un réflexe automatique et plutôt inconscient à aller chercher une cigarette dans le paquet, la porter à sa bouche et à l'allumer. D'où nous parlons ainsi d'une dépendance plutôt gestuelle comportementale en fonction d'une situation donnée, laquelle est associée au fait de, et par effet de répétition, et bien cette dépendance est renforcée. D'où s'il y a eu association cigarette contexte, situation cigarette, eh bien le traitement consisterait en les techniques de prise de conscience de cette dépendance qui est plutôt inconsciente encore une fois, et de s'en dissocier. Ainsi, tout fumeur présente plus ou moins ces 4 dépendances à des degrés plus ou moins forts. Par exemple, une personne qui est fortement cotée au score de Fagerström peut avoir une dépendance neurophysiologique importante à la nicotine, peut présenter une dépendance certaine psycho-émotionnelle à la cigarette pour se soulager des effets désagréables du stress, et peut avoir une faible dépendance situationnelle avec une dépendance automatisme associatif bien sûr présente. Inversement, la personne qui est surtout attachée à une cigarette plaisir, qui peut arrêter relativement longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines sans fumer, et très logiquement parlant, de façon très évidente, va présenter un très faible score au questionnaire de Fagerström. Voilà, donc vous réalisez bien que la question de la dépendance à la cigarette n'est pas aussi simple que ça, et que arrêter de fumer ne relève pas simplement d'une décision prise entre guillemets à la légère de dire j'arrête de fumer, c'est un peu emmerdant, ça me provoque quelques inconvénients, c'est vrai que ça serait bien d'arrêter de fumer, et ne relève pas simplement du fait d'aller chez le premier pharmacien et de demander une boîte de patch. C'est beaucoup plus pertinent de se poser une fois encore, comme la pause alimentaire, de faire une pause cigarette momentanée ou illimitée dans le temps, et de se poser pour bien regarder ce qui se passe en vous, et qui n'est pas forcément pareil chez tous les fumeurs, de regarder ce qui opère en vous, là où vous êtes le plus dépendant. Est-ce que c'est la nicotine? Est-ce que c'est la cigarette soulagement par rapport à un déséquilibre émotionnel?
mental ou psycho-émotionnel? Est-ce que c'est votre contexte de vie qui génère la consommation à la cigarette, que vous soyez dépendant à la nicotine, moyennement ou faiblement ou pas du tout dépendant? Est-ce que vous n'êtes pas concerné par tout ça et vous fumez simplement à titre occasionnel, parce que la cigarette plaisir est uniquement plaisir? En général, c'est, je dirais, très certainement moins de 5 cigarettes par jour, pour pas dire moins de 3 cigarettes par jour. En tout cas, le plus souvent, nous retrouvons ces 4 dépendances, une fois encore à des degrés différents, chez à peu près tous les fumeurs. Et forcément, le traitement n'est pas le même pour tous les fumeurs. J'aime à dire qu'en théorie, les substituts à la nicotine, en particulier les patchs, puisque beaucoup de fumeurs pensent qu'il dit substitut nicotine dit patch, et qui plus est que les patchs sont en vente libre en pharmacie, eh bien j'aime à dire que les patchs, d'après cette présentation de ces 4 dépendances à la cigarette, en réalité, les patchs, en théorie, pour moi, représentent quelque chose comme 30% d'efficacité à terme. Et que l'idéal, c'est d'envisager, comme il y a une préparation quadruple à la pause alimentaire, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, eh bien, il devrait y avoir un accompagnement spécifique sur ces 4 niveaux de dépendance par un spécialiste de la question auprès de chaque fumeur qui consulte. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas aller voir votre médecin généraliste ni votre pharmacien, allez voir un tabacologue. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire une fois que vous souhaitez arrêter de fumer? Une fois que vous avez compris ces 4 niveaux de dépendance possibles, une fois que vous avez fait le point avec Fagerström et Kumat, une fois que vous avez fait le point avec un spécialiste qui peut vous proposer éventuellement, en fonction de votre degré de dépendance, des substituts à la nicotine. Comprenant que ça ne suffira pas forcément, j'avais envie de vous proposer ma prescription basée sur l'écoute, l'observation, une fois encore, et donc sur la prise de conscience qui en elle-même est un traitement à part entière, prise de conscience de comment vous fonctionnez au regard de la cigarette, et en particulier quand vous vous apprêtez à fumer. Dans un premier temps, identifiez votre dépendance à la cigarette. Vous avez envie de fumer, vous vous posez, et vous allez vous poser la question. De même que quand vous avez envie de manger, vous regardez qu'est-ce qui a faim. Est-ce que c'est l'estomac, est-ce que c'est les pensées, est-ce que c'est les émotions? Et bien dans le cadre de la cigarette, vous vous posez et vous allez, avant de fumer, si vous fumez, bien sûr, vous allez regarder en vous quel est le moteur de cette envie, de cet appel à la cigarette. Est-ce que c'est un besoin, c'est un réel besoin physiologique, corporel? Est-ce que vous n'êtes pas bien émotionnellement? Est-ce que vous n'êtes pas bien émotionnellement et vous cherchez à fumer pour être mieux, rétablir l'équilibre, qui est un pseudo-équilibre parce qu'en réalité c'est une compensation, ce n'est pas de l'ordre de la gestion. Si vous fumez en termes de soulagement, est-ce que vous êtes bien, vous fumez uniquement pour le plaisir, seul ou à plusieurs, ou est-ce que c'est purement automatique? Sauf que c'est plutôt inconscient, d'où l'importance de s'auto-observer pour prendre conscience des comportements, des situations et de la gestuelle. J'avais donné il y a quelques années une conférence à Nancy sur le tabagisme et une dame m'avait interpellé quand j'avais présenté ces 4 dépendances à la cigarette en me disant « Ah, eh bien je comprends mieux maintenant pourquoi mon mari, depuis 17 ans qu'il a arrêté de fumer, quand il fait ses mots croisés, eh bien, alors qu'il tient son magazine dans la main droite et le stylo, j'allais dire la cigarette, et le stylo dans la main gauche, je comprends mieux pourquoi, au bout de 17 ans, assis dans son fauteuil, eh bien, il fait ça. Avec le stylo, il fait ça. En réalité, complètement inconscient, il reproduit le fait de détacher la cendre du bout de la cigarette. Et elle de me dire, j'ose pas lui dire parce que je ne voudrais pas qu'il refume. Vous voyez que là, il reste un impact plutôt
gestuelle de la dépendance de ce monsieur, et même 17 ans plus tard. Il reste des traces chez cette personne. Inversement, il y avait cette co-stagiaire dans une formation professionnelle à laquelle j'ai participé en tant que stagiaire, qui à la pause, elle s'appelait Valérie, de me dire « Ah là, je fumerais bien ». Et moi de lui dire « Ah mais tu fumes pas ? Comment ça tu fumerais bien ?» Oui, oui, bah oui, je fume pas, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer. Je dis « Mais… Et je lui ai demandé « Mais tu t'as arrêté de fumer depuis quand ?»« Ah bah ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de fumer. » Et je lui dis « Mais au bout de plus de 10 ans, tu as toujours envie de fumer ?» Elle me dit « Ben oui, là, j'aimerais bien fumer. » Alors je lui ai demandé « Bon, alors tu aimerais fumer, si là tu fumais, qu'est-ce qui te ferait plaisir ou qu'est-ce qui te ferait du bien ?» Et elle m'a répondu « Ben, la fumée de la cigarette. » Alors je lui dis « Mais la fumée de la cigarette, et qu'est-ce qu'il y a dans la fumée de la cigarette? Qu'est-ce qui te ferait du bien dans cette fumée de cigarette au point d'avoir envie de fumer là maintenant ?» Elle réfléchit, elle me dit bah, la chaleur de la fumée. Le tabac qui brûle, ça donne une fumée chaude. Alors je lui dis branche-toi sur cette chaleur de fumée de cigarette et qu'est-ce que tu recherches en fait dans cette chaleur? Et là, elle me dit chaleur affective. Ah, c'est intéressant. La chaleur au sens propre renvoie chez elle, à ce moment-là, une notion d'une chaleur affective. Et je lui dis chaleur affective, mais c'est-à-dire, elle me dit ben là, mon con de mari et de fils qui fument comme des crapauds à la maison tous les deux, ben là il me manque et c'est vrai que ben, j'aimerais bien fumer avec eux. Ça veut dire qu'en fait c'est pas tellement la cigarette dont elle avait envie, mais d'être avec son mari et son fils. Et que de fumer dans ce cas-là l'aurait rapproché de son mari et de son fils. C'est quand même intéressant de prendre conscience de tous ces fonctionnements. Voilà, donc numéro 1, identifiez votre dépendance à la cigarette. La dépendance 1, 2, 3 ou 4. Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est possible aussi. Numéro 2, ne pas vous culpabiliser, ne pas vous juger, ne pas vous condamner, ne pas vous auto-censurer en disant « il ne faut pas que je fume, il ne faut plus que je fume, c'est pas bien, il faudrait que c'est pas bien, il faudrait que j'arrête de fumer, etc. etc. » Puisque ça c'est basé sur un interdit, sur une frustration et le mental n'a qu'une envie, c'est de transgresser l'interdit ou la frustration. Donc plutôt, il me semble que de se dire « je peux fumer quand je veux », c'est vrai que j'ai beaucoup plus envie d'arrêter de fumer, mais l'envie ou la motivation d'arrêter de fumer n'est pas forcément très présente et très importante à ce moment-là. Donc simplement de se dire « je peux fumer quand je veux, je suis libre. » Voilà, donc il n'y a pas d'interdit, je suis libre. Pourquoi je vous présente ça? Parce que ça s'appelle une injonction paradoxale. Le docteur Gérard Perrin, qui était psychiatre et qui donnait des consultations en alcoolologie à l'hôpital de Strasbourg, recevait un patient alcoolique et qui était systématiquement alcoolisé dans ses consultations lors des rendez-vous. Et ce docteur Perrin, ne sachant plus quoi faire pour aider ce patient, lui a prescrit une ordonnance de 2 litres de vin par jour à boire tous les jours jusque dans 15 jours, prochain rendez-vous. Le patient a eu l'ordonnance en main et a été très interpellé, ne comprenant pas cette prescription. Et le médecin lui dit « si, vous allez boire 2 litres de vin par jour, c'est ma prescription pendant 2 semaines. » Et bien sûr, le patient, ayant eu comme un effet d'interférence dans ses circuits habituels de la dépendance à l'alcool au niveau du cerveau, a eu comme un effet de court-circuitage et s'est présenté 15 jours plus tard et il était sobre et il a pu faire une séance constructive. Cette anecdote est relatée dans le livre du docteur Gérard Perrin qui est de la thérapie à l'initiation que je vous suggère, qui est très intéressant puisque il a une véritable dimension transpersonnelle. Ce n'est pas par hasard si
Ce livre a été préfacé par Patrick Drouot, le célèbre physicien français, dont je vous ai parlé dans la présentation à la formation professionnelle aux soins énergétiques que j'anime depuis quelques années, puisque Patrick Drouot a été un de mes premiers enseignants sur la question de l'énergétique. Donc vous allez pouvoir vous dire que vous êtes libre et que vous pouvez fumer si vous avez envie. Mais avant de fumer, ôtez de cet interdit et donc de cette pression, de ce poids qui est la culpabilité à « je ne fume pas » ou « je ne fume plus ». De même qu'en nourriture pranique, bien des personnes pensent qu'être pranique, c'est ne plus manger et que ça fait peur de venir en stage pause alimentaire, ou ça fait peur d'arrêter de manger et d'être pranique quand bien même il y a une véritable envie, motivation et fascination sur un appel de l'intérieur sur le fait d'être pranique, 100% en autonomie alimentaire. Ça fait peur parce que l'idée est fausse au départ quant au fait d'être pranique qui serait de ne plus manger. Être pranique, c'est pas ne plus manger. Être pranique, c'est avoir retrouvé cette possibilité soit de manger de façon très légère et occasionnelle, soit de maintenir l'abstinence alimentaire parce que complètement relayée par le champ unifié quantique, reconnecté, pleinement reconnecté grâce à cet alignement, cette conscience supérieure et cette vibration aussi élevée. Et donc dans ce cas de figure, transposé au contexte de la cigarette, eh bien avant, dans l'idée de possiblement fumer, eh bien vous allez respirer. Vous allez respirer, porter votre attention au niveau des poumons, descendre au niveau du corps, ne pas rester au niveau du mental, laisser les pensées de côté, laisser les choses se faire à l'intérieur, vous allez respirer tranquillement, 1, 2 ou 3 minutes, amplement, profondément. Vous vous centrez au niveau du cœur, vous allez générer ce sentiment de bien-être, d'estime de soi, d'amour envers vous-même. Là où vous en êtes avec vous-même dans votre vie, bien sûr, parce que c'est pas aussi simple que ça, tout le monde le sait, mais en tout cas, vous vous posez, vous portez votre attention au niveau du corps et en particulier au niveau du cœur, vous vous laissez respirer, vous laissez les choses se faire, vous vous détendez, vous lâchez prise de toute tension en réalité. Et vous pouvez y associer le fait, en fermant les yeux si possible, de respirer, d'imaginer que vous tirez sur la cigarette. Avec ou sans le mouvement du bras. Dans l'absolu, il vaut mieux l'éviter pour ne pas entretenir la dépendance gestuelle. Donc vous pouvez très bien imaginer que pendant que vous inspirez, en réalité, vous aspirez la cigarette. Là aussi, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à tous les fumeurs, car pour certains, ça passe l'envie de fumer, pour d'autres, ça renforce l'envie de fumer. Donc c'est au cas par cas, c'est vous qui voyez. Et si vous jouez vraiment le jeu, puisqu'en réalité, quand vous vous posez, quand vous vous détendez, quand vous respirez en pleine conscience, centré en conscience au niveau du corps et du cœur, beaucoup plus que dans le mental qui réfléchit et qui vous renforce dans l'envie de fumer, eh bien cela procède d'un réalignement, d'un véritable soulagement sur la tension générée par l'envie ou le besoin de fumer, avec ou sans association de substitut nicotine, mais aussi qu'en procédant de la sorte, vous allez pouvoir produire de la morphine cérébrale, des bêta-endorphines, qui contrecarrent le circuit du stress généré lui-même par le fait de fumer, au regard de cette étude médicale de Granada en Espagne qui disait que jusqu'à un certain nombre de cigarettes par jour, vous produisez du bien-être au niveau cérébral, c'est-à-dire que vous produisez de la morphine. Mais au-delà d'un certain seuil, il me semble que c'était 12 cigarettes par jour, eh bien, vous renforcez la dépendance à la nicotine, à la cigarette, du fait que vous produisez non plus de la morphine cérébrale, mais du cortisol. Et que le cortisol produit par la cigarette va amener l'envie irrépressible, voire le besoin de soulager ce cortisol, cet effet de stress, de tension intérieure, par le fait de fumer, parce que vous pensez inconsciemment que vous allez être mieux en produisant de la morphine cérébrale. Or ça ne marche pas. C'est le chien qui se mord la queue et vous êtes complètement enfermé dans ce qu'on appelle une dépendance.
et alors vous êtes pris de façon modérée, voire très importante, dans ce qu'on appelle la prison aux cigarettes, qui est la dépendance. Donc, je dirais, identifiez votre dépendance parmi les 4. Ne vous culpabilisez pas, ne vous censurez pas, restez avec l'idée que vous pouvez fumer si vous en avez envie. Injonction paradoxale. Laissez les choses se faire. Recentrez-vous, respirez, associez ou pas à l'idée de fumer quand vous respirez, en prenant le temps, respiration ample et profonde, centrée au niveau du cœur. Et puis, ouvrez les yeux et voyez, ressentez si vous avez toujours envie de fumer. Et l'expérience montre, pour avoir accompagné X patients en sevrage tabagique à mon niveau d'infirmier tabacologue à l'époque au CHU de Nancy, que dans l'immense majorité des cas, sur ces patients qui étaient à 15 à 25 cigarettes par jour, eh bien, de leur proposer de faire ça, ils revenaient 15 jours plus tard, en prochaine consultation, et tous décrivaient qu'ils étaient à moins de 5 cigarettes par jour. Donc je vous invite à faire la même chose, et puis à me donner de vos nouvelles, à me contacter si vous le souhaitez, pour aller un peu plus loin. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.